Ségolène Royal, je le disais, non, les églises ne sont ni fermées ni interdites en Algérie, a-t-elle écrit. Attention à ne pas relayer des informations qui visent à dénigrer la visite du pape Léon XIV à Alger pour des raisons peu glorieuses. Renseignez-vous auprès du cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui pourra vous dire que non seulement les églises sont ouvertes, mais qu'elles sont protégées et entretenues. Car les Algériens se souviennent, eux, que pendant l'effroyable guerre coloniale d'Algérie, le clergé en Algérie, comme le fit l'archevêque d'Alger, Léon-Étienne Duval, a dénoncé la torture et toutes les violences militaires. Je veux bien qu'on parle de la torture en Algérie, des militaires, je veux bien qu'on rappelle ce que faisait le FLN. Elle a vrillé, Madame Ségolène Royal. C'est la question. Voilà, soutenu l'évidence de l'indépendance, dit-elle, plaidé pour une solution de respect, d'égalité et de coexistence pacifique contre la logique coloniale qui aurait permis aux Européens de rester comme il le fit lui-même, etc., etc. Alors, il faut être réaliste, il y a un créneau politique. Oui. Il y a un créneau politique que lorgne Ségolène Royal, que lorgne Dominique de Villepin, il existe. C'est-à-dire la repentance, il faut se donner les verges, la France a toujours été un pays épouvantable, l'Algérie a toujours été notre victime, c'est-à-dire un alignement sur le discours d'Alger. Je ne pense pas que ça rapporte quand même des millions de voix, mais ça permet d'exister quand on n'existe plus. Et ça permet d'exister dans l'espace médiatique. Oui, bien sûr. Et d'être invité, de dire vous êtes formidable. C'est le but. Vous êtes formidable. Oui, mais enfin, il y a quand même aussi des millions de Franco-Algériens qu'elle drague à travers ça, non, il me semble. Oui, aussi, c'est ce que dit Eric Nolot. C'est pas que l'espace médiatique. C'est pas entièrement faux, les églises sont ouvertes, parce qu'il n'y a plus de catholiques en Algérie. Il n'y a que les Africains qui sont... Il y a des évangélistes, on va voir le sujet. Regardez. On regarde le sujet. Il n'y a plus de catholiques en Algérie. Ouais. Il y a des protestants. On peut laisser les églises ouvertes. En revanche, les églises qui ont été systématiquement fermées, la cinquantaine d'églises qui ont été fermées, de lieux de culte qui ont été fermés d'une manière mais ultra répressive, ce sont, notamment en Kabylie, les églises évangélistes. Exactement. On va voir le sujet d'Eléa Lancereau. Eléa Lancereau, comment vivent les chrétiens ? Les chrétiens, qui ne sont pas tous catholiques, par définition. Voilà. Il y a beaucoup de protestants. Je rappelle que tous les catholiques, lui. Tous les chrétiens, tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut le rappeler, parce que... Il y a eu quelques guerres d'ailleurs pour essayer de résorber. Voyez le sujet de Eléa Lancereau. C'est une visite historique dans un pays où la foi chrétienne se vit parfois en secret. Le pape Léon XIV se rend aujourd'hui en Algérie, un déplacement dans un État où l'islam est religion officielle et où la liberté de culte existe surtout sur le papier. Depuis un an, la quasi-totalité des églises protestantes ont été fermées, 47 lieux de culte au total. Car l'Algérie compte environ 150 000 chrétiens. La grande majorité sont des protestants évangéliques, principalement des berbères de Kabylie. La communauté catholique, elle, compte 8 000 fidèles, essentiellement des étrangers, contraints à la discrétion. Un paradoxe d'autant plus fort que cette terre fut autrefois un grand foyer chrétien. Saint-Augustin y est né et c'est d'ailleurs sur ses traces que le pape se rend aujourd'hui. Une visite portée par le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, artisan du rapprochement entre l'Algérie et le Vatican, après la visite du président Tebboune l'an dernier au Saint-Siège et maintenant celle du pape sur le sol algérien. La visite du pape en Algérie est une bonne chose, c'est d'essayer d'adhérer à une société multiculturelle. Reste une question en toile de fond. Peut-on parler de dialogue interreligieux quand certains croyants doivent encore pratiquer leur foi en secret? C'est une bonne question, effectivement. Formidable. Non, mais il faut demander à Madame Royal, que se passe-t-il si un musulman algérien veut se convertir au catholicisme, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Il faut lui poser la question. Est-ce qu'on est dans un pays libre de ce point de vue-là? Ils sont persécutés. Bah, évidemment. Et ben voilà, c'est tout. Se baptisant. Il y a ce que dit Mme Royal et il y a la réalité. Ils sont C'est jamais la même persécutés chose. même en France. Bien sûr. Voilà. Ils vont jouer là-dessus, sur l'islam des Lumières, sur le multiculturalisme. Tu parles, tout ça c'est du flanc. Ce qui est frappant, c'est quand même, je veux dire quelque chose qui est sans doute un grand péché devant l'Église catholique, mais on est très surpris quand même, parce que Monseigneur Vesco, qui est l'archevêque d'Alger, s'inscrit totalement dans la tradition de ses prédécesseurs, Messeigneurs Duval et Tessier, qui ont toujours été d'une complaisance incroyable pour le régime en place. On n'a pas entendu Monseigneur Vesco, par exemple, sur Boualem Sansal. Visiblement, sa détention, son arrestation et le sort qui lui était fait, sa condamnation inique en première instance comme en appel,
tout ça pour un vieil homme qui n'avait commis aucun délit, tout ça, visiblement, ne l'a pas ébranlé au point de le faire sortir du silence. Et il a conseillé donc au Saint-Père de venir en Algérie. Il y a quand même d'autres pays musulmans, puisque le dialogue entre chrétiens et musulmans, c'est quelque chose d'assez important. C'est quelque chose de très important vu les persécutions des chrétiens dans le monde arabo-musulman. Et donc, c'est un enjeu important. Il y avait quand même, bon sang, d'autres pays où le pape aurait pu se rendre. Je crois qu'il ne connaît pas grand-chose. C'est un Américain, il ne connaît pas grand-chose à ce monde. Ça a été ma première question que je vous ai posée, cher Vincent. Alors, la Hongrie, parce que c'est intéressant, la Hongrie. Le conservateur pro-européen Peter Magyar a largement remporté les élections législatives en Hongrie dimanche face au nationalisme Viktor Orban. Nous avons libéré la Hongrie, a dit M. Magyar, a proclamé en fin de soirée. Bon, j'observe que ce n'est pas tout à fait une dictature, la Hongrie. On nous donnait l'image d'un Orban qui muselait, qui bourrait les urnes, qui muselait la presse. Bon, il y a une transition démocratique qui se fera, manifestement. Ça serait assez intéressant d'ailleurs aujourd'hui archiver tous les tweets de gens qui se réjouissent de l'arrivée de M. Magyar jusqu'à LFI. Madame Van der Leyen jusqu'à LFI, on se félicite de l'arrivée de cette personne en rupture, croit-il, avec Viktor Orban. Alors. C'est l'extrême centre, c'est l'extrême centre et l'extrême gauche. C'est-à-dire que là, il y a eu un article formidable ce week-end. Et je pense que Jean-François Copé, il vient demain. Vous avez lu le papier d'Édouard Philippe sur Jean-François Copé. C'est formidable. L'alliance, elle se met là. Et tu traites les autres de charlatans. Les mots qu'emploie à la fois Jean-François Copé et les mots qu'emploie Édouard Philippe sont formidables. C'est des gens qui sont au pouvoir, qui disent que les autres qui n'ont jamais été sont des charlatans. Mais si c'est un charlatan, Emmanuel Macron, on le qualifie comment ? Ça fait 9 ans qu'il est là avec les résultats qu'il a. Donc on pourra poser la question à Jean-François Copé. Donc vous voyez, l'Alliance, ils ne veulent pas que le pouvoir leur échappe. Et surtout, ils voient dans la défaite de Viktor Orban la défaite de Donald Trump. Et vous verrez, et d'ailleurs c'est déjà en train de se mettre en place, ils veulent appliquer cette grille de lecture-là à notre élection présidentielle. Mais vous verrez qu'il y aura un procès en Trumpisation. Mais bien sûr, l'un ou l'autre des... C'est pour ça que Marine Le Pen, qui est assez maligne là-dessus, prend beaucoup de distance avec Donald Trump. Je viens de m'entretenir avec Peter Magyar, a dit Emmanuel Macron. La France salue une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne. Bon, je le disais tout à l'heure, les valeurs européennes, c'est bon, les peuples, fermez-la, on décide pour vous. C'est ça, les valeurs de l'Union européenne. Mais la meilleure preuve, c'est que la Hongrie, c'est 9 millions d'habitants. Oui, vous avez vu l'importance qu'a pris ce pays, l'importance symbolique, 9 millions d'habitants sur 450 millions d'habitants de l'Union européenne. Mais ça les rend fous. Bloquer les décisions de l'Union européenne. Oui, mais ça les rend fous. C'est quand même ça, d'imaginer qu'un peuple... Mais bien sûr, mais ça les rend dingues. Excusez-moi. Qu'il bloque les fonds destinés à l'Ukraine pour acheter du matériel de guerre américain et pour continuer la bataille, c'est une chose, ça j'entends bien, mais surtout, c'était insupportable qu'il y ait comme ça un pôle de résistance, aussi petit soit-il, un irréductible village de Gaulois qui défend la souveraineté, la famille traditionnelle, contre le multiculturalisme, qui dit que l'islam est un poison, etc., etc. Mais aller à Budapest... Il réussit à se faire réélire 4 fois. 16 ans. 4 fois. Et aller à Budapest. Oui, allez à Budapest. Alors, et vous verrez comme c'est assez agréable en fait d'aller à Budapest. Parce que c'est ça la réalité. J'engage tous les gens qui nous écoutent d'aller passer 48 heures à Budapest. Oui. Vous êtes allé à Budapest, Pascal ? Comment ? Vous y êtes allé ? Mais bien sûr. Mais et comment ? Dire un mot, quand même. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que pour l'Union européenne, c'est vraiment insupportable. Ça, je comprends. On peut peut-être aussi critiquer son soutien à Poutine. Je suis désolé, on n'est pas obligé d'adhérer à cela. Mais moi, je voudrais dire une chose, c'est que Peter Magyar n'est pas de gauche, et ça n'est pas un multiculti fou de gauche, et que peut-être aussi, on peut être à la fois conservateur, national et libéral. Et je veux juste dire un mot. Pour moi, maintenant, il y a un critère aussi des sociétés libérales, c'est le droit des homosexuels. Je suis désolé, pour moi, c'est important. Et ça, je n'ai pas envie de m'enthousiasmer aussi. La défense de la famille, c'est très bien. Mais la liberté, c'est bien aussi. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Écoutez, monsieur Magyar. On est tous d'accord là-dessus. Oui. La question n'est pas vraiment là, pardonnez-moi, mais bon, on peut critiquer, les Hongrois ont le gouvernement qu'ils se sont choisis. La question, c'est pas ça. La question, c'est que Orban avait le choix d'une politique
qui, à mon avis, d'ailleurs, va être largement poursuivi par M. Magyar. J'en souhaite bien de la joie à la Commission européenne avec Magyar. Il veut avoir toujours le dernier mot. C'est pas un animal politique aussi roué que Orban, aussi charismatique, mais il est quand même très dur. Il est raide. Sur l'immigration, il est plus dur que Orban à certains égards. Mais en fait, la vérité, Orban, il est d'abord viré parce que ça fait 16 ans. Et que le dégagisme dans les sociétés occidentales, tu n'en peux plus 16 ans. Et son entourage sans doute, mais tout ça va avec. 16 ans, un même leader. Déjà, nous, au bout de 9, on en a assez. Donc, 16 ans... mais enfin, Pascal... Même si, et je vous assure que c'est vrai, ce cas ne se reproduira pas, mais si Emmanuel Macron se présentait en 2027... je pense qu'il serait réélu. Je vous assure, c'est ça le grand paradoxe. Il ne pas lui donner des idées. Mais je vous assure, j'essaie toujours d'être au plus près de ce que je pense et d'être honnête, vraiment. Je pense qu'il serait réélu. Peut-être par défaut, peut-être par tout ce que vous voulez. Vous pouvez expliquer plus parce que mais parce que... voilà. Par habitude. Parce que tu arriverais dans un deuxième tour avec toujours la même configuration, et que dans un deuxième tour, parce que alors effectivement, je pense qu'il serait au deuxième tour. Quoi qu'il arrive, il arriverait à 16, 17, 18, 19, je n'en sais rien. Et dans un deuxième tour, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne pas écrasé par l'actualité internationale. Voilà. La France est à un croisement. Exactement. C'est ce qui s'est passé en 2022. Mais bien sûr. À chaque fois, je le dis d'ailleurs. Mais moi, j'adorerais. S'il faisait quelque chose. S'il dit je change quelque chose, je fais la réforme de l'État, ok. Mais ils feront rien. C'est comme Édouard Philippe, je vous assure, Édouard Philippe, il fera rien. Vous pouvez être sûr, Jean-François Copé, ils feront rien. Mais vous annoncez... Et Jean-François Copé, on va le recevoir demain. Jean-François Copé, pourquoi il est réélu? Il y a une forme de soumission. Il écoute les demandes identitaires. Il est réélu. Mais... Hameau, il est réélu. Il accepte que les gens entrent dans le conseil municipal avec un voile. Il est réélu. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Moi, je ne serais pas de service. Éric Nolot. Mais c'est son évolution. L'évolution de Jean-François Copé. Vous serez là demain? C'est demain, je crois, qu'il vient. Ça serait bien que vous soyez là. Je l'ai reçu sur d'autres plateaux. Oui. Il a été jusqu'à très récemment le symbole d'une droite assez dure. Oui. Jean-François. Mais il a envie d'être élu. En 2016, il voulait interdire le voile dans les musées. Mais il a envie d'être élu. Il a envie d'être élu, donc il négocie. Il négocie. Mais on lui posera des questions. On en parle tous les jours, donc à force de... Beaucoup de questions. Bon, on écoute M. Magyar. Nous y sommes parvenus. Le TISA et la Hongrie ont remporté ces élections. Pas juste un peu, mais largement, vraiment très largement. Ensemble, nous avons fait tomber le régime Orban. Ensemble, nous avons libéré la Hongrie. Nous avons repris notre patrie. Puis je rappelle que vous irez peut-être, Éric Nolot, vous qui êtes un supporter du PSG, vous irez peut-être à Budapest, parce que la finale cette année de la Ligue des Champions est à Budapest. Je me permets de vous corriger en disant que je suis un fan de l'OM. Ah. Je ne veux pas que cette rumeur du PSG se répande dans mes cercles amicaux. Un jour, il faudra quand même qu'on parle de la littérature hongroise. C'est ce qu'on disait, 9 millions. Ah, ben parlez-en. Mais 9 millions d'habitants avec un nombre d'écrivains considérable. C'est-à-dire qu'il y a une liste d'attente pour le prix Nobel. Ils sont 9 millions. Voilà. Et alors, Szabo, c'est un Hongrois? Szabo, enfin là, c'est pas les têtes d'affiche. Il y a Imre Kertész, il y a Péter Esterházy qui est mort il y a quelques temps, il y a Krasna-Horkai qui a eu le prix, Nobel. Richard Millet. Il y a aussi des cinéastes, il y a aussi Franz Liszt, Béla Bartók, beaucoup de compositeurs, Kodály, etc., qui sont des gens extrêmement importants. Et comment s'appelait le joueur hongrois qui était le meilleur du monde dans les années 50? Puskás, bien sûr. Un grand peuple. Mais bien sûr. Il y a un prix Puskás. Bien sûr. Un peuple orphelin. Bien sûr. Comment? Un peuple orphelin, un pays qui a été amputé quand même les 2 tiers de sa surface. Hein. Bon, écoutez ce qu'a dit M. Orban, la défaite. Les résultats des élections, bien que pas encore définitifs, sont clairs. Pour nous, ils sont douloureux, mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner. J'ai félicité le parti vainqueur.
Ben voilà une transition démocratique. Oui, ça se passe pas comme ça en Iran. Il a intérêt à lui planter un pieu dans le cœur parce qu'il a 61 ans, Orban. Oui. Et il reviendra. Il va pas décrocher comme ça. C'est possible. Alors il va y avoir il a promis à Magyar. Magyar, ça veut dire hongrois. Ça veut dire hongrois, c'est ça? Oui, c'est comme si vous élisiez De Gaulle ou Monsieur la France. Monsieur la France. Oui. Mais ils ont élu un Premier ministre, ils n'ont pas élu un président, contrairement à nous. Je veux dire, ils élisent un homme qui, normalement, avec un programme. Le président de la République en France n'est pas censé avoir un programme, il n'est pas chef du gouvernement. Ah ben ça s'est vu. Ça tombe bien. Oui. Bon, voilà. Ça s'est vu. Ça. Mais le programme de Magyar, c'est celui du PPE, c'est celui de la droite classique, conservatrice, et avec quand même avec le promesse aussi de faire non pas une épuration, mais des commissions d'enquête sur la corruption qui a été... Il a demandé à tout le monde de partir déjà. Bon, les carburants, on vient à l'actualité française, on va parler également du 1er mai. Vous vous rendez compte, le 1er mai, c'est la une de Libération ce matin. Le 1er mai, vous avez une poignée de gens, de minorités actives qui ne veulent pas que des gens qui sont volontaires pour travailler le 1er mai. On en est là en France. Cette affaire du 1er mai est extraordinaire, que les boulangers ne puissent pas ouvrir le 1er mai. Les McDonald's sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les hôteliers sont ouverts. Les péages les gens qui travaillent sur un péage sont ouverts. Les journalistes travaillent. C'est même le seul jour de l'année où ils travaillent. Pour autant qu'ils travaillent. Pour autant qu'ils travaillent pas la veille. Bon. Non mais c'est sidérant quand même. Je suis bien sûr. Ce qui est le plus fou, c'est que le gouvernement cède aux syndicats face aux syndicats vite. Ça j'ai vu. Il y aura pas. Alors Monsieur Lecornu, tu peux être sûr que sur ces trucs-là, il a dit. Alors lui, c'est un dur. Il est dur avec les faibles et faible avec les durs. C'est tout à fait ce gouvernement. Ils sont incapables de... J'ai vu cette déclaration. Il n'y aura pas de passage en force. Et alors, vous savez que c'est même pas sûr que là, parce qu'il faut une commission mixte paritaire pour que la loi... Et ça ne sera pas. C'est même pas sûr qu'elle soit convoquée. Elle devait l'être demain. On n'est même pas certain. On saura ce soir. Ce ne sont que des gens qui cèdent devant, effectivement, la gauche ou l'extrême gauche. C'est ça qui est sidérant. Et qui sont, effectivement, durs sur d'autres sujets. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, voyons quand même les carburants. Le prix du pétrole bondit de 8% et remonte au-delà des $100. Le baril lundi, quelques heures après l'annonce des États-Unis d'un blocus des ports iraniens. Voyons le sujet d'Anaïs Baucher, parce que ça vous intéresse je ne sais pas si vous avez tous des voitures. Vous n'avez pas de voiture, Monsieur Nolot? Les Parisiens. Oui, vous n'avez pas de... Pas de permis de conduire. Vous n'avez pas de permis. Ça, oui. Non, je préfère ne pas conduire. C'est pratique dans la vie de ne pas avoir de permis. Mais vous étiez en vacances d'ailleurs, parce que plein de gens m'ont dit où était Éric Nolot la semaine dernière. Non, je n'étais pas en vacances. Je prenais un peu de recul, mais je crois aux forces de l'esprit. J'avais un œil sur vous, fraternel. Mais moi, on m'a dit que vous étiez en vacances, parce qu'autrement, je vous aurais invité. Vous preniez du recul. Oui, vous êtes mal renseigné. Mais vous nous avez manqué. Ah, écoutez, je suis ravi de l'apprendre. Mais vous êtes essentiel à notre conversation Et vous avez pris beaucoup de recul, suffisamment pour revenir en pleine forme? Suffisamment pour ne pas me perdre. Voilà. Pas trop prendre de recul. Oui. À la télé. Et on tombe.